Suivi du docteur Constantine, Poirot se dirigea vers la voiture voisine et le compartiment occupé par la victime. Le conducteur vint leur ouvrir la porte avec sa clé. Les deux hommes entrèrent. Le froid intense de la pièce était ce qui frappait en premier. La fenêtre était grande ouverte et le rideau était tiré. « Vous avez raison, » annonça Poirot. « Personne n'a quitté le train par là. » Il examina le cadre de la fenêtre avec précaution. Il sortit une petite boîte de sa poche et souffla un peu de poudre. Pas d'empreinte, et donc, dit-il, inutile de laisser la fenêtre ouverte. Il regarda attentivement le corps immobile, allongé sur le lit. Ratchet était étendu sur le dos. Sa veste de pyjama, tachée de sang, avait été déboutonnée et tirée en arrière. « Il fallait que je voie la nature des blessures, vous comprenez, » expliqua le docteur. « Certaines sont si légères qu'il s'agit pratiquement d'égratignures. D'un autre côté, au moins 3 auraient été capables de causer la mort. » Quelque chose dans le ton du docteur attira l'attention de Poirot. Le petit grec était debout, les yeux rivés sur le corps, les sourcils froncés, perplexe. « Parlez, mon ami, y a-t-il quelque chose ici qui vous paraît curieux ?»« En effet, oui, admit-il. Vous voyez, ces 2 blessures sont profondes, et cependant, elles n'ont pas autant saigné que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ce qui signifie que l'homme était déjà mort au moment où ses coups ont été portés. »« Rien d'autre ?» dit Poirot, pensif. « Eh bien, vous voyez cette blessure ici, sous le bras droit, près de l'épaule. Prenez mon stylo. Pourriez-vous porter un tel coup ?» Poirot leva la main. « Exactement, monsieur Poirot. Ce coup a certainement été frappé avec la main gauche. »« Alors notre meurtrier est gaucher ?»« Non, ce serait trop facile, pas vrai ?»« Comme vous dites, monsieur Poirot, certains de ces coups ont été frappés de la main droite. »« 2 personnes, » murmura le détective. « La lumière était allumée ?» demanda-t-il soudain. « C'est difficile à dire. J'ai cru comprendre que le conducteur coupait l'éclairage chaque matin à environ 10 heures. »« Les interrupteurs nous apporteront la réponse, » dit Poirot. Il examina celui de la lampe du plafond ainsi que celui de la lampe de chevet. Les 2 étaient en position éteinte. « Eh bien, » expliqua Poirot pensif, « nous avons ici l'hypothèse d'un premier et d'un second meurtrier, comme dans les pièces du grand Shakespeare. Le premier meurtrier a poignardé sa victime et quitté le compartiment après avoir éteint la lumière. Le second meurtrier est entré dans l'obscurité, ne s'est pas rendu compte que son travail avait déjà été accompli et a poignardé au moins 2 fois le corps sans vie. Que pensez-vous de ça ? » ?»« Magnifique !» répondit le docteur avec enthousiasme. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Vous le pensez ? Y a-t-il d'autres incohérences qui permettraient de désigner les 2 coupables ? Je crois pouvoir dire oui. Certains de ces coups sont légers, mais celui-ci et celui-ci, il les montra du doigt à nouveau, ont nécessité une grande force. D'après vous, ils ont été portés par un homme ? J'en suis presque sûr. Ils n'auraient pas pu être portés par une femme. Je pense qu'une jeune femme vigoureuse aurait pu les donner, en particulier si elle était en proie à une forte émotion, mais c'est à mon avis très improbable. Et la victime ? Qu'a-t-elle fait dans tout ça ? Demanda Poirot. A-t-elle crié ? S'est-elle débattue ? S'est-elle défendue ? Il glissa une main sous l'oreiller et en retira le pistolet automatique que Ratchet lui avait montré la veille. « Aucune balle ne manque, » dit Poirot. Ils regardèrent autour d'eux. Sur la petite table, formée par le couvercle du lavabo, se trouvaient différents objets. Un dentier dans un verre, un autre verre vide, de l'eau minérale, une grande bouteille et un cendrier contenant un mégot de cigare et quelques fragments de papier carbonisé, ainsi que 2 allumettes, une ronde et une plate. Le docteur ramassa le verre vide et le renifla. « Voilà qui explique l'inertie de la victime, » murmura-t-il. « Il a été drogué ?»« Oui. » Poirot hocha la tête. Il fouilla les poches des vêtements de Ratchet et en sortit une boîte d'allumettes. « La ronde a été utilisée par M. Ratchet, dit-il. Voyons s'il avait également des allumettes plates. » Mais une fouille plus approfondie ne lui permit pas de découvrir d'autres allumettes. Le regard de Poirot parcourut tout le compartiment. Ses yeux étaient grands ouverts et vifs comme ceux d'un oiseau.
On sentait bien que rien ne pouvait leur échapper. Il se baissa et ramassa un petit carré de batiste. « Une femme est impliquée dans tout ça, dit Poirot. Et pour nous rendre la tâche encore plus facile, il y a des initiales sur ce mouchoir. C'est exactement comme dans les livres ou les films. » Avant que le docteur ne puisse demander la moindre explication, Poirot avait replongé au-dessus du sol. Cette fois-ci, il tenait un cure-pipe dans la paume de sa main. « Un indice » demanda le docteur. « Oh, évidemment. Et laissez-la d'une manière très commode pour nous. Il s'agit d'un indice masculin cette fois. Dites-moi, qu'avez-vous fait de l'arme » ? Il n'y avait aucune trace de l'arme. Je me demande pourquoi, songea Poirot. Oh ! Le docteur avait exploré délicatement les poches du pyjama de la victime. « J'ai négligé ceci !» s'exclama-t-il. De la poche de la veste de pyjama, il sortit une montre en or. Le cadre était très abîmé et les aiguilles étaient arrêtées sur 1h15. « Vous voyez » s'écria Constantine ardemment. « Elle nous indique l'heure du crime !» Poirot soupira et se pencha au-dessus de la petite table, examinant les fragments de papier carbonisé. « Ce qu'il me faut dans l'immédiat, c'est une boîte à chapeau, » pensa-t-il tout bas. Poirot ouvrit la porte et sortit dans le couloir. Il appela le conducteur. « Combien de femmes y a-t-il dans ce wagon ?» Le conducteur compta sur ses doigts. « 6, monsieur. La vieille dame américaine, la dame suédoise, la jeune anglaise, la comtesse Andrény, ainsi que la princesse Dragomirov et sa femme de chambre. » Poirot réfléchit. « Ont-elles toute une boîte à chapeau ?»« Oui, monsieur. »« Alors, apportez-moi... Oui, celle de la dame suédoise et celle de la femme de chambre. Faites vite. » Le conducteur revint avec les 2 boîtes à chapeau. Poirot ouvrit celle de la femme de chambre et la mit de côté. Puis il ouvrit celle de la suédoise et laissa échapper une exclamation de satisfaction. Ôtant les chapeaux avec précaution, il exposa des cercles en grillage. « Ah ! Voilà ce qu'il nous faut. Il y a 15 ans, les boîtes à chapeaux étaient ainsi faites. Vous embrochiez le chapeau avec une épingle sur ces cercles en grillage. » Tout en parlant, il enleva habilement 2 des grillages. Puis il rangea les chapeaux et dit au conducteur de rendre les 2 boîtes à leur propriétaire. « Mais à quoi va bien pouvoir nous servir une boîte à chapeau ?» demanda le docteur perplexe. « J'y viens. Ces indices, la montre arrêtée sur 1h15, le mouchoir, le cure-pipe, ils peuvent être vrais ou faux. Je ne peux pas encore me prononcer. Mais il y a un indice que je crois être vrai, bien qu'il se peut que j'aie tort une nouvelle fois. Je veux parler de cette allumette plate, monsieur le docteur. Je pense que cette allumette a été utilisée par le meurtrier et non pas par monsieur Ratchett. Elle a été utilisée pour brûler un papier quelque peu compromettant. Je vais m'efforcer de reconstituer ce document. » Il sortit du compartiment et réapparut quelques minutes plus tard avec un petit réchaud à alcool et une paire de fers à friser. « Je les utilise pour ma moustache, » expliqua-t-il. Le docteur l'observa avec grand intérêt. Poirot aplatit les 2 cercles de grillage et, avec beaucoup de précaution, déposa le morceau de papier carbonisé sur l'un d'eux. Il mit l'autre cercle au-dessus et ensuite, en maintenant le tout avec les fers, il plaça l'ensemble au-dessus de la flamme du réchaud à alcool. Le docteur regarda le déroulement des opérations attentivement. Le métal commença à rougir. Soudain, quelques lettres apparurent. Des mots se formaient lentement, des mots de feu. Il s'agissait d'un petit bout de papier vraiment minuscule. On ne pouvait lire que 5 mots et le début d'un 6e. « Vient de la petite Daisy Armstrong. » Le regard de Poirot brillait. « Je connais le vrai nom de la victime. Je sais pourquoi il a été forcé de quitter les États-Unis. » Comment s'appelait-il ? Cassetti. Cassetti. Constantine fronça les sourcils. Ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques années, il s'agit d'un procès aux États-Unis, n'est-ce pas ? Oui, répondit Poirot, un procès aux États-Unis. Poirot n'était pas disposé à en dire davantage. Assurons-nous que nous avons bien vu tout ce qu'il y avait à voir ici. Il regarda autour de lui. Il essaya d'ouvrir la porte communicante qui menait à l'autre compartiment, mais elle était fermée à clé de l'autre côté.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, dit le docteur Constantine. Si le meurtrier ne s'est pas échappé par la fenêtre, si cette porte communicante était fermée à clé de l'autre côté, et si la porte donnant sur le couloir était non seulement fermée à clé de l'intérieur, mais aussi que la chaîne de sécurité était mise, alors comment le meurtrier a-t-il quitté le compartiment? C'est exactement comme quand on assiste à un spectacle de magie. C'est un tour de passe-passe, expliqua Poirot. Et c'est notre travail de découvrir comment ce tour a été réalisé. Allons rejoindre M. Bouc. M. Bouc finissait d'avaler son omelette. « Eh bien, demanda-t-il, j'ai découvert l'identité de la victime. Je sais pourquoi il était impératif qu'il quitte les États-Unis. Qui était-ce? Vous rappelez-vous avoir entendu parler de l'affaire Armstrong? C'est l'homme qui a tué la petite Daisy Armstrong, Cassetti. En effet, un crime horrible, bien que je ne me rappelle pas les détails. Le colonel Armstrong était anglais. Il avait reçu la Victoria Cross. Il avait épousé la fille de Linda Arden, l'actrice américaine de théâtre la plus célèbre à son époque. Il vivait aux États-Unis et avait un enfant, une fille, qu'ils idolâtraient. Alors âgée de 3 ans, elle a été enlevée. Après avoir payé l'énorme rançon de $200 000, le corps sans vie de l'enfant a été retrouvé. La petite fille était morte depuis au moins 15 jours. Les gens étaient indignés, et il devait arriver encore pire par la suite. Mrs. Armstrong attendait un 2e enfant. Suite au choc, elle a mis au monde prématurément un bébé mort-né, et elle n'a pas survécu à l'accouchement. Son mari en a eu le cœur brisé et s'est suicidé. « Mon Dieu, quelle tragédie !» s'exclama M. Bouc. « Je crois me souvenir qu'il y a eu une autre mort, n'est-ce pas ?»« Oui, une bonne d'enfant française, ou suisse, qui n'a pas eu de chance. La police était convaincue qu'elle avait quelque chose à voir avec le crime. Elle a refusé de croire à ces dénégations hystériques. Finalement, par désespoir, la pauvre jeune fille s'est tuée en se jetant par la fenêtre. Il a été prouvé plus tard qu'elle était totalement innocente. « Il vaut mieux ne pas y penser, » dit M. Bouc. Environ 6 mois plus tard, Cassetti a été arrêté en tant que chef du gang qui avait enlevé l'enfant. Mais grâce à l'immense fortune qu'il avait amassée et au secret qu'il détenait sur plusieurs personnes, il a été acquitté au motif de quelques inexactitudes techniques. Malgré ça, il se serait fait lyncher par la populace s'il ne leur avait pas faussé compagnie. Je vois très bien ce qui s'est passé. Il a changé de nom et a quitté les États-Unis. Depuis, il a vécu en prenant du bon temps, voyageant à l'étranger et vivant de l'argent de ses crimes. Ah! Quel animal! Le ton de M. Bouc suggérait un profond dégoût. Je suis d'accord avec vous, dit Poirot. La question que nous devons nous poser à présent est celle-ci. Ce meurtre a-t-il été commis par un gang rival que Cassetti a doublé, ou bien s'agit-il d'une vengeance personnelle? Il expliqua qu'il avait découvert quelques mots sur un fragment de papier carbonisé. Si mes hypothèses sont bonnes, alors la lettre a été brûlée par le meurtrier. Pourquoi? Parce qu'elle mentionnait le mot Armstrong, qui est la clé du mystère. Y a-t-il encore des membres de la famille Armstrong en vie? Ça, malheureusement, je ne le sais pas. Je crois me souvenir que Mrs. Armstrong avait une sœur plus jeune qu'elle. On frappa à la porte. Le serveur du wagon-restaurant entra. « Le wagon-restaurant est libre à présent, dit-il. »« Nous y allons de ce pas, répondit M. Bouc en se levant.